Voilà, Général Trinquant, ce sont les premiers échanges entre le président de la République et les familles, hein, des familles qui pleurent leur fils, leur mari, face à un président qui a eu la responsabilité d'engager les forces spéciales, parmi lesquelles les 2 soldats qui sont tombés, dans cette opération de libération. Donc on imagine que ce sont des échanges qui sont très intenses. Oui, très intense. Je pense que c'est le moment pour le président de recueillir ce que les gens ont à leur dire, leurs émotions, leur tristesse, lui de faire passer sa compassion. Les familles, généralement, sont probablement arrivées hier et en fait sont très encadrées par les militaires. Il y a des cellules qui sont mises en place pour que les familles soient accompagnées, encadrées. Mais évidemment, la solennité de l'événement-là n'a rien à voir. Ils sont passés de cellules assez intimes où on les rencontre, où on parle avec eux. Et là, ils sont au milieu de cette cour très, très impressionnante, avec en face d'eux tous les détachements et le président de la République. Donc, évidemment, l'émotion est incomparable. Jean-Michel Apathy. Mais il faut noter que dans une cérémonie très programmée, où chaque minute a été envisagée, visiblement Emmanuel Macron prend son temps pour parler avec les parents des 2 soldats morts. On a vu sur certaines images que le président de la République avait un visage bouleversé. On n'entend pas ce qui est dit, mais on voit l'émotion. Et il faut noter aussi, juste noter, parce qu'il n'y a pas de commentaire particulier à faire, mais la présence de Brigitte Macron, Oui. avec les familles qui, là, essaient d'apporter un peu de réconfort. Alors vous que dites toujours, Vincent, le président et son épouse sont en train de saluer... Jean-Michel. Alors que le président Macron et son épouse sont en train de saluer la compagne, la veuve donc de Cédric de Pierrepont en ce moment même, elle est aux côtés du Premier ministre, Édouard Philippe. Teddy Palassi, vous êtes un ancien commando marine. Comment pouvez-vous nous expliquer, qualifier les échanges qui ont lieu en ce moment même entre le président, donc chef des armées, qui engage les forces dans des opérations de libération, et ces familles qui aujourd'hui pleurent leurs enfants, leurs fils, leurs maris? Les échanges sont forcément un peu tendus, parce que d'un côté, on n'a pas forcément les réponses à certaines questions. Le président, qui est le chef des armées, a pris une décision sur une mission. On a eu une perte de 2 camarades. Donc lui, il se retrouve directement, on va dire, au premier rempart face à ses familles. Donc des 2 côtés, c'est pas évident. Maintenant, c'est déjà bien qu'ils viennent les voir et qui, je pense, après cette cérémonie, il va prendre un petit peu le temps de discuter avec eux et ils vont pouvoir dire plus de choses. Le garde à vous et ensuite les cercueils vont donc quitter la cathédrale Saint-Louis dans laquelle ils ont été installés le temps que tout le monde s'installe dans cette cour des Invalides.
Voilà les deux cercueils installés au centre de la cour des Invalides. On voit ces deux cercueils, Général Trinquant, Teddy Palassi, qui sont unis par ce qu'on appelle une sangle de vie. Hein. C'est ça, Teddy? Tout à fait. C'est une sangle de vie, parce que pendant tout le cours nageur, vous êtes binômés. Et vous êtes binômés par cette sangle. Donc à chaque fois qu'ils vont faire des opérations subaquatiques ou en phase d'entraînement, ils sont toujours liés par cette sangle. Et pour honorer ça et rendre encore un plus bel hommage par rapport à ces deux nageurs de combat, on a mis les cercueils, on les a liés par cette même sangle, cette sangle de fraternité et qui va les lier à jamais en fait. Alors que le président se dirige vers le pupitre et va prononcer donc son allocution, son hommage aux deux soldats tués lors de l'opération de libération des otages. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le chef d'état-major de la marine, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, officiers mariniers, sous-officiers, quartiers-maîtres et matelots, soldats, aviateurs, gendarmes, Mesdames et Messieurs, chères familles. La France était encore endormie en cette nuit du 9 au 10 mai, lorsqu'à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, au nord du Burkina Faso, nos forces spéciales s'engagèrent pour neutraliser un groupe de terroristes islamistes et pour libérer 2 de nos compatriotes capturés 8 jours plus tôt au Bénin. La mission était périlleuse. Les ravisseurs, déterminés, avaient les mains encore ensanglantées de l'assassinat du guide béninois, Fiacre Bédidji. La mission était difficile. L'immensité plate et aride du Sahel ne laissait à nos militaires nulle possibilité d'approcher le campement des terroristes sans se dévoiler, sans s'exposer. Et la mission était nécessaire. Encore quelques heures, et les otages seraient aux mains des terroristes maliens avec le risque de perdre complètement leurs traces. Et je pense en cet instant à Sophie Pétronin, toujours aux mains de ses ravisseurs. Nous ne l'oublions pas. La France ne l'oublie pas. Car la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances, et fût-ce à l'autre bout de la planète. Ceux qui attaquent un Français doivent savoir que jamais notre pays ne plie, que toujours ils trouveront notre armée, ses unités d'élite, nos alliés, sur leur chemin. Et nous continuerons ainsi à lutter sans relâche contre le terrorisme, au Sahel comme au Levant et sur le sol français. L'opération fut donc décidée. Des Français étaient menacés, il fallait les secourir. En tête de la colonne d'assaut, 2 hommes. 2 militaires d'expérience, 2 guerriers d'exception, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello. Dans la nuit, ces 2 hommes, et à leur suite leurs frères d'armes du commando Hubert et du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine,
progresser sans se faire repérer de la sentinelle qui veillait. Soudain, le silence absolu du désert cessa, brisé par le claquement des culasses et le fracas mécanique des armes. Après avoir neutralisé l'homme qui guettait, le groupe commando parvint au seuil du campement. Les ravisseurs se tenaient là, derrière la toile épaisse des tentes, prêts à en découdre, prêts à faire feu, sans discernement. Alors, dans l'obscurité d'un ciel sans étoiles, la clarté fulgurante de l'évidence. Pour sauver la vie des otages, une seule solution: mener l'assaut sans ouvrir le feu. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello n'hésitèrent pas un seul instant, défiant la mort pour sauver des vies, faisant preuve d'une bravoure inouïe. Ils pénétrèrent, armes tenues silencieuses, dans les tentes, pour sauver les vies des nôtres et ne prendre aucun risque pour eux. Rapidement, les otages furent extraits, mais l'ennemi tira à bout portant. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello tombèrent. La mission était un succès, mais nos 2 soldats n'étaient plus. Ils étaient morts en héros pour la France. Morts en héros, parce que pour eux, rien n'est plus important que la mission, rien de plus précieux que la vie des otages. Le maître Cédric de Pierrepont s'était engagé dans la Marine nationale dès l'âge de 18 ans. Major de son cours à l'école des fusiliers marins de Lorient, ce jeune Breton avait, dès ses débuts, tout d'un héros de la nation. L'abnégation. Débutant au sein du commando de Pindefinténiaux, il travailla sans relâche, suivit les entraînements les plus sélectifs pour rejoindre le commando Hubert, qu'il rallia en 2012. La bravoure. Engagé au Levant, au Sahel, le maître Cédric de Pierrepont fit très vite de la libération des otages plus qu'un métier, sa raison d'être. Prendre tous les risques pour que ses compatriotes vivent, c'était son serment. Le goût de l'excellence. Équipier contre-terrorisme au sein de l'opération Chamal en 2016, son engagement fut distingué maintes fois par de nombreuses citations valant titre de guerre et par des décorations dont la Croix de la valeur militaire et la médaille d'or de la défense nationale. Oui, il avait l'âme d'un chef. Cette nuit de mai, dans l'obscurité du désert donc, Cédric n'était pas seul au devant du groupe qu'il commandait. Sous l'eau, les nageurs de combat sont sanglés. Sur terre, ils sont liés. Et cette nuit de mai, au bout de ce lien, se tenait Alain Bertoncello. Le maître Alain Bertoncello rejoignit les rangs de la Marine nationale à 20 ans. Alain Bertoncello avait la rigueur, celle acquise au contact de sa montagne natale. Seulement 5 années après avoir intégré le commando d'assaut Jobert, il fut projeté au Levant comme chef d'équipe commando. Membre du commando Hubert depuis 2 ans, sa technique et son niveau opérationnel étaient, au dire de tous, remarquables. Il avait la bravoure aussi. Également appelé au sein de l'opération Chamal,
il se distingua par son engagement dans le combat contre Daesh, lequel lui valut une citation avec attribution de la médaille d'or de la défense nationale. Enfin, la générosité. L'homme toujours disponible, le sourire toujours là, qui rendait service aux autres sans bien souvent que cela ne se sache. De ces soldats qui façonnent la cohésion d'un groupe. Alain Bertoncello incarnait l'avenir du commando Hubert. Fauché en pleine jeunesse, il en sera, lui aussi, pour toujours, un des symboles. Oui, ces officiers mariniers étaient des soldats hors normes. Comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Bertoncello, vous qui vous êtes entraînés ensemble, vous qui avez combattu ensemble, vous que la mort à jamais a uni. Voyez la nation rassemblée dans cette cour des Invalides pour rendre l'hommage que vous méritez. Si nous sommes réunis aujourd'hui devant vos dépouilles drapées des couleurs de la France, c'est pour nous incliner devant la douleur digne de vos familles. Et je sais que ceux qui vous doivent la vie, nos deux compatriotes comme les ressortissantes américaines et sud-coréennes, s'associent à ce geste. C'est pour dire aussi notre solidarité avec vos frères d'armes. Ceux qui, des groupes commandos comme des autres, étaient avec vous au contact de l'ennemi et à qui nous pensons plus particulièrement ce jour. Les autres nageurs de combat d'Hubert, avec qui au Canier, sur la presqu'île de Saint-Mandrier, vous avez partagé tant et tant d'épreuves, d'entraînements difficiles, pour mériter cet insigne formé de deux hippocampes enlacés autour d'une ancre, le plus prestigieux de tous. Regardez. Ils sont là ce matin. Et les anciens aussi, à qui vous étiez reliés par cette longue chaîne de solidarité, unissant tous ceux qui, dans leur vie, ont porté l'illustre béret vert. Nous pensons à tous vos camarades des forces spéciales qui exposent si souvent leur vie et sont venus en nombre pour ce dernier adieu. À tous ceux de l'opération Barkhane, engagés dans les dunes du Sahel, comme à tous vos camarades militaires déployés partout dans le monde, car ce sont les armées tout entières qui, ce jour, sont en deuil. Et nous sommes là pour affirmer avec toute l'énergie que donne la rage de la tristesse que nous ne céderons rien des combats pour lesquels vous vous êtes engagés et avez donné votre vie. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Bertoncello, la mort ne vous faisait pas peur, parce que vous aviez, ancré en vous, dans le mystère insondable de vos âmes, la volonté de servir les autres, y compris au prix de votre propre vie, parce que vous aviez fait le choix intime de consacrer cette existence à une cause plus grande que vous, celle de la France, celle de la liberté. Parce qu'affronter le feu de l'ennemi comme un seul homme est l'ultime valeur du soldat. Surgis du ventre de la nuit, ils sont porteurs des foudres de Neptune. Ce sont les mots que de génération en génération, les membres de votre unité se transmettent avant d'engager le combat.
les mots du mystère, les mots du secret. Une vie arrêtée n'est pas une vie perdue. Une vie arrêtée, en pleine jeunesse, en pleine conscience aussi, n'est pas une vie perdue. Une vie donnée n'est pas une vie perdue. Celui qui meurt au combat, dans l'accomplissement de son devoir, n'a pas seulement accompli son devoir, il a rempli sa destinée. Ce n'est pas un sacrifice, non. C'est le sens même de l'engagement. La part tragique de la mission. Et vous le saviez. Et avec vous, je le savais. Cette indicible part obscure de l'engagement, celle qui fait sa force et sa clarté, celle du don que chaque soldat, à chaque mission, consente à la nation. Et notre pays sent bien, notre pays sait bien, dans ses profondeurs, que votre exemple nous sauve tous, car il nous maintient à la hauteur de nous-mêmes, de ce que nous avons à être. Oui, une nation n'est libre et forte que par la fraternité et la solidarité qui l'unit. Une nation n'est libre et forte que d'avoir des héros dont elle doit se montrer digne, en s'élevant à leur hauteur et en restant soudée. Tel est le sens profond de votre combat. Aujourd'hui, par votre mort, vous entrez dans la lumière éclatante de l'histoire de notre pays. Et voilà qu'en écho jaillit une succession de figures qui ont donné leur vie pour notre nation. Voilà, surgissant de l'eau salée de la Manche, les soldats du commandant Kiefer et parmi ces hommes qui débarquèrent à Ouistreham le 6 juin 1944, la silhouette du lieutenant de vaisseau Augustin Hubert, celui-là même qui donna son nom à votre commando. Et se dressent les ombres du capitaine de frégate François Jobert, de l'enseigne de vaisseau Alain de Pinfintegnaud. Voilà encore le capitaine de corvette Charles Trépel, l'enseigne de vaisseau Louis de Montfort et l'amiral Pierre Ponchardier. Et voilà que les rejoignent tous ceux qui ont fait don de leur jeunesse pour le pays, pour la liberté. De Valmy à Verdun, de Patay à Cameron, de Bazeilles au Maquis, ceux dont on dit qu'ils sont tombés, mais qui, chaque fois, ont élevé la France. C'est la cohorte de cette grande histoire, cette histoire de Français qui se sont battus pour d'autres Français, cette histoire de Français qui se sont battus pour les valeurs de la France, pour la part d'universel qui tient notre pays, que vous rejoignez aujourd'hui, l'un et l'autre. Vos familles vous pleureront toujours, avec la fierté triste qui accompagne le souvenir de celui dont l'horizon fut le sacrifice suprême. Vos frères d'armes n'oublieront jamais, et ils accompagneront vos dépouilles en entonnant ce chant, loin de chez nous, en Afrique. Ils pleureront aussi en regardant droit devant pour vous rendre l'honneur qui vous est dû. Et la nation tout entière
qui en ce jour vous rend hommage se souviendra. Vos deux noms seront gravés au monument aux morts de vos communes, et la nation saura que vous avez fait votre devoir. Car pour les peuples libres, pour les grandes nations, les noms des héros ne s'effacent jamais. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Bertoncello, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Bertoncello, je vous fais premier maître dans le corps des officiers mariniers de Mestrance. Vive la République, vive la France. Voilà le président qui va maintenant procéder à la remise de la Légion d'honneur posthume. Teddy Palassi, vous êtes ancien commando marine. Vous avez malheureusement déjà assisté à des hommages nationaux comme celui-ci il y a quelques années. Quand vous perdez l'un de vos frères d'armes, qu'est-ce qu'un hommage national comme celui-ci change? Quel sens cela a pour vous? Il y a un signe de reconnaissance de par la France et représenté par le chef d'État. Et après, c'est un devoir de mémoire, donc on assiste à cette cérémonie en essayant de rester le plus stoïque possible. Et voilà. Après. Présentez armes. Drapeau. Sans votre garde, rejoignez votre emplacement. Ouvrez le banc. Premier maître Cédric de Pierrepont, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Premier maître Alain Bertoncello, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Fermez le banc. Au mort. Drapeau. Rejoignez votre garde. Reposez. Armes. Repos. Garde. Présentez. Armes.
Repos. Voilà, le chant qu'on vient d'entendre, Général Trinquant, loin de chez nous, vous l'entonniez d'ailleurs pendant qu'on l'entendait dans la cour des Invalides. C'est un chant militaire. C'est un chant militaire qui date des combats en Afrique. La France en a mené de nombreux depuis plus d'un siècle. Hein. Et c'est un chant d'adieu à un soldat qui est tombé en Afrique, loin de chez nous. Les corps ont été rapatriés en France. Je voudrais saluer au passage, bien sûr, nos 2 commandos, mais aussi tous ceux qui sont tombés, nombreux. J'ai une pensée pour mon père. Ces combats que la France a menés en Afrique ont marqué beaucoup l'armée de terre. L'armée de terre, la marine, les commandos. Et Teddy me disait que c'était le chant de ces commandos. Moi, je l'ai appris à Saint-Cyr, bien sûr. Je l'ai appris et je l'ai chanté dans les régiments où j'étais. Teddy Palassi, ancien commando marine, c'est un chant que vous entonnez loin de chez nous. Exactement. En fait, quand on est au stage commando, on a un chant à apprendre. Chaque stage commando a un chant à apprendre, donc on apprend plusieurs chants. Et lorsque j'ai passé mon stage commando en 98, le chant à apprendre était celui-là, loin de chez nous. Donc à chaque fois qu'on faisait des déplacements de tout le stage commando, on devait chanter cette chanson loin de chez nous. Jean-Michel, le président de la République a accueilli hier les otages, mais il a réservé sa parole à cet hommage national aujourd'hui. Oui, un discours de 20 minutes, relativement sobre, enfin, comme ils peuvent l'être dans ces circonstances-là, où il a situé, vous venez de le faire, Général, mais le sacrifice d'Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont dans la longue liste de ceux qui, a-t-il dit, ou de ceux dont on dit qu'ils sont tombés pour la France, mais qui la relèvent. Donc il a cité Valmy, Verdun, d'autres faits historiques. Il a aussi, dans ce discours, justifié la mission qu'il a qualifiée de périlleuse, de difficile, mais de justifiée. Et puis un autre passage sans doute important, quand il dit que la France n'abandonne jamais les siens, ce qui lui a permis de parler, et il faut le faire parce qu'elle est elle aussi otage. Il a parlé de Sophie Pétronin qui a été prise en otage au Mali, à Gao, en décembre 2016, et on n'a plus trop de nouvelles récentes de Sophie Pétronin, qui a donc 2 ans et demi de statut d'otage et dont le président a dit qu'on ne l'abandonnait pas. Et donc voilà un discours de 20 minutes dans la cour des Invalides. Il y a une phrase qui est revenue, que le président a répétée, Général Trinquant, et dit « Une vie arrêtée n'est pas une vie perdue, une vie donnée n'est pas une vie perdue ». Bien sûr, la vie donnée, d'abord, très concrètement, c'était la vie donnée pour sauver des otages. Mais en plus, je reprends les paroles, ce sont des soldats qui sont tombés pour relever. Et je crois que c'est très très fort. Dans l'environnement militaire, on a vraiment un hommage particulier pour nos morts et pour tous ceux qui ont donné leur vie pour leur pays et pour que le pays continue à porter la tête haute. Teddy, sur l'allocution du président. C'est exactement ce que vient de dire le général, en fait, c'est que le job a été fait, donc la vie, il n'y a rien d'autre à rajouter à part ce que vient de dire le général. Cet hommage national, cette Légion d'honneur qui est remis à titre posthume, c'est traditionnel, mais ça donne un sens finalement à la tragique destinée de ces 2 soldats. Bien sûr, la Légion d'honneur qui est le plus haut ordre national français, lorsqu'il est donné à titre posthume, c'est la famille qui la garde et c'est un gage, un souvenir de ce qu'ont fait ceux qui sont partis. Vincent. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a la Légion de l'honneur, c'est-à-dire il y a la grande fraternité de tous ceux qui sont morts pour la France dans les siècles et qui ont fait cette nation. Mais ce qu'a exalté le président, je crois, et c'est ce que résume très bien le chant qu'on a entendu, c'est pour refaire à la patrie sa splendeur, sa gloire, son renom. C'est-à-dire, c'est l'idée que la nation aujourd'hui a besoin de héros. Pas simplement de capitaines d'industrie, de grands scientifiques. Elle a besoin de héros qui se sacrifient.
et qui donnent leur vie. On a besoin de ce sang versé pour retrouver une forme de splendeur, de renom et de gloire. Alors, autrefois, il n'y a pas très longtemps, ça aurait fait grincer beaucoup de dents. Aujourd'hui, ça s'impose comme une forme de nécessité. Et ça, c'est là où on est rentré dans une époque différente, dans un moment très particulier de l'histoire de France, ou de l'histoire contemporaine, où on a besoin de ce genre de manifestation. Et ces deux-là sont morts en essayant de libérer des otages, donc leur sacrifice est tout à fait particulier par rapport à celui des soldats qui sont morts en opération, qui sont morts au feu. Il y en a eu beaucoup d'autres, hein, parce que la France a fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, une cinquantaine de guerres, ce qu'on a tendance à oublier, hein, une cinquantaine d'opérations à l'extérieur, de petites guerres, de guerres moyennes, de guerres dures parfois. Mais on a besoin désormais de ces témoignages-là pour retrouver une forme de sentiment d'appartenance, de sens national. Monia ? Général Trinquant, votre père aussi a reçu une Légion d'honneur posthume. Oui, bien sûr, il a reçu la Légion d'honneur à titre posthume, que j'ai toujours. Vous la gardez avec vous précieusement ? Oui, précieusement, alors d'autant plus que... Mais un mot pour ces soldats qui ne viennent pas d'un milieu militaire. Moi, je viens d'un milieu militaire, je suis le cinquième génération à avoir reçu la Légion d'honneur. Mais ces citoyens qui s'engagent pour servir leur pays, moi j'allais dire, je suis tombé tout petit dedans. Hein. J'ai été élevé mon père, et puis dans le souvenir bien sûr d'un père qui a été tué au combat. Mais mon grand-père était militaire. Bon, mais je trouve que ces citoyens, à ma connaissance, qui n'avaient pas d'antécédents, leurs parents sont là, ne sont pas militaires, et qui eux ont eu cet appel, cette vocation pour servir leur pays et pour aller jusqu'à donner leur vie. Laurent Wauquiez s'exprime en ce moment même, on va l'écouter. Ces deux cercueils, couverts de deux drapeaux, on savait ce que c'était la France à ce moment-là. Le président de la République a parlé de l'engagement, du fait qu'il faut des héros pour la France. Est-ce que vous partagez ce qu'il a dit aujourd'hui ? En tout cas, que leur mémoire nous oblige, et notamment dans la lutte contre l'islamisme. Merci beaucoup. Jean-Michel, mais dans laquelle on en profite un peu pour faire passer quand même un message politique. Sur l'islamisme ? Oui, alors on peut le prendre comme ça, bien sûr, la politique elle s'insinue partout, personne n'oublie jamais à quel moment de la vie collective nous sommes, donc nous allons bientôt ouvrir des urnes, oui peut-être, mais en même temps c'est une réalité, c'est aussi pour cela que... C'est aussi pour cela oui, qu'elles sont engagées. C'est pour cela qu'il y a aussi aujourd'hui une forme de consensus autour de l'action militaire, parce que tout le monde connaît l'ennemi et tout le monde convient qu'il y a là un ennemi. Et il n'y a pas de discussion politique sur les nécessités de l'affronter. Et toutes les discussions qui peuvent exister sont des discussions assez marginales. Bien sûr qu'il faut aller combattre... Parfois, pas n'importe comment, évidemment, mais la menace islamiste, loin de nos frontières. Ce sont des efforts et parfois des sacrifices qu'il faut faire. Et il y a là-dessus un consensus. Alors, on peut bien glisser un mot, une phrase pour signaler que la politique n'est jamais absente, mais ça me semble assez marginal, au fond. Le consensus existe aujourd'hui autour de ces engagements militaires. On va rejoindre François Bayrou qui s'exprime en ce moment même. La dimension du sacrifice et ce que ça signifie pour la nation, pour le pays tout entier. Symbolisé par cette sangle qui unissait ces deux garçons et qui au fond unit le pays tout entier, unit les générations et les expériences, tout ça était très émouvant et très beau. Très beau, elle a donné un sens très, très profond à cette cérémonie. Et c'était bien comme ça, il y en avait besoin, parce que l'émotion est très grande dans le pays. Le président de la République a aussi longuement évoqué les conditions de l'opération et a justifié cette opération en estimant qu'elle était nécessaire. Il a eu raison de le dire. C'est-à-dire, si vous n'intervenez pas, alors vous ouvrez la porte à toutes les surenchères. Vous croyez que les preneurs d'otages, ils ont abattu froidement et défiguré le guide? Vous croyez qu'ils font ça par idéologie? Non, ils font ça parce qu'ils veulent des rançons. Des rançons et la barbarie. Bon, nous, la France, on est un pays qui résiste à tout ça. Et donc,
lorsqu'il s'agit de montrer cette résistance, très souvent c'est tout à fait au début qu'il faut le faire, autrement malheureusement, comme on le sait pour d'autres otages, ça dure des années et ça se multiplie. Merci François Bayrou. Et l'on va rejoindre Laura Pouget. Laura, vous vous trouvez sur l'esplanade des Invalides où le public assistait à cet hommage national. Oui, je me trouve avec un lieutenant-colonel de l'armée de terre. Je vous ai vu assister à toute cette cérémonie sur l'esplanade des Invalides. Je vous ai vu très ému, parfois même vous aviez les larmes aux yeux. Qu'avez-vous ressenti, colonel ? La perte de camarades, camarades qui sont donc ces officiers mariniers. Nous sommes tous camarades dans l'armée, quel que soit le grade, quel que soit même si nous ne nous connaissons pas, nous sommes tous extrêmement solidaires dans la mission de la défense, de la protection de la nation. C'est cette solidarité qui s'exprime aujourd'hui. On a vu de nombreux militaires, des militaires à la retraite qui étaient présents. C'est pour exprimer cette solidarité ? Absolument. Même si vous ne les connaissiez pas personnellement, j'imagine. Absolument, absolument. Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre ressenti. Et ce que je peux vous dire, c'est que pendant la cérémonie, il régnait beaucoup d'émotions et un silence total ici, une émotion qui était très, très forte. Merci beaucoup, Laura, et merci à votre invité, Général Trinquant. Ensuite, quand le public, évidemment, va s'éparpiller, mais le président prend le temps d'échanger avec les familles quand il y a un hommage national. Je l'espère. Je pense qu'ils se retrouvent pas très loin et qu'ils parlent ensemble.